Ok, bienvenue pour la dernière petite capsule d'optimisation. Donc, je vais parler d'un sujet un petit peu différent, puisqu'on avait beaucoup parlé d'analyse convexe. Là, je vais parler d'un problème qui est assez populaire dans une certaine littérature, c'est l'histoire de la programmation linéaire. Alors, je vais peut-être aller très très vite sur certains sujets. Je suis vraiment désolé. Encore une fois, le but, c'est pas un cours d'optimisation, c'est pas un cours de programmation linéaire. Dans certains programmes, il y a des cours entiers sur ces sujets-là. L'algorithme du simplex, il y en a qui vont l'analyser en long, en large et en travers, vous justifiez son existence. Moi, je ne vais même pas vous le présenter, je vais juste vous expliquer le problème et vous dire on a une fonction magique qui fait ça sous R. Okay, je vais quand même vous expliquer la philosophie de ce qui se cache derrière. Okay, encore une fois, c'est vraiment juste je vous apporte quelques petits compléments parce que quand on essaiera de les utiliser par la suite, et en particulier, je pense que je présenterai déjà des applications dans le cas de la régression quantique, par exemple. Donc, je crois que c'est dans les slides qu'on verra tout de suite. Euh, on a besoin de cette programmation linéaire. Donc, elle apparaît à plein d'endroits, cette programmation linéaire. Je veux juste que vous compreniez ce qui se cache dans la machine, dans le cœur de l'algorithme, quand vous lui dites « fais-moi de la programmation linéaire ». Okay, donc, je vais être un peu rapide, mais au moins, vous comprendrez un petit peu de quoi ça parle. Après, il y en a peut-être qui ont déjà vu ça. Je veux dire, c'est des choses qui se font au niveau collégial. Donc, il n'y a pas de choses incroyablement compliquées. Encore une fois, c'est des outils qui sont assez classiques en économie, par exemple, et dans plein d'autres domaines, en informatique. Okay, donc, je vais revenir un peu sur ces histoires de programmation linéaire. Je vais reprendre un exemple que vous avez peut-être déjà vu. Encore une fois, j'hésite toujours entre complément et rappel parce que pour moi, toutes ces choses-là, toute l'optimisation, c'est la base de la microéconomie. Donc, je parle aussi du fait qu'en microéconomie, quand on essaye de maximiser le programme d'un agent, qu'on maximise son utilité, qu'on maximise du profit, toutes ces choses-là, c'est toutes les techniques qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc, si jamais vous avez fait un tout petit peu d'économie, tout ce que je vous ai raconté est assez trivial. Okay, ce problème-là, c'est aussi un problème de base en économie. C'est tout simplement un producteur qui a un certain nombre de matières premières qu'il peut utiliser et des produits qu'il veut créer. Alors, j'ai fait un exemple très simple qui est je vends deux produits différents et les deux produits utilisent chacun deux matières premières dans des quantités différentes. Okay, je dispose d'une certaine quantité de ces matières premières, donc une certaine quantité de la première, une certaine quantité de la deuxième, et ce que je veux, c'est optimiser la manière dont je vais allouer ces matières premières pour faire les produits qui m'intéressent, de manière à maximiser mon profit, sachant que je connais les prix de vente. Voilà. Donc, je le fais dans un cas très très simple. Vous avez deux produits que vous vendez, vous faites de la bière, okay, vous avez une bière blonde et une bière brune, vous avez la possibilité de mettre du houblon dans différentes proportions et des céréales. Okay, donc, j'ai des stocks de céréales, okay, j'ai 280 kg de céréales, j'ai 100 kg de houblon. Okay, pour faire un tonneau de bière blonde, par exemple, je sais que j'ai besoin de 5 kg de houblon et de 10 kg de ma céréale. Okay, et mon tonneau, je le vends à 40 $. Okay, pour ma bière brune, c'est au contraire moins de houblon, mais plus de céréales, et je le vends à un prix qui est un petit peu différent. Okay, j'ai à ma disposition ces quantités qui sont données là. Comment est-ce que je fais pour maximiser mon profit? Okay, donc, c'est un problème qui est très, très simple, qui est tout simplement de trouver les quantités optimales. Donc, la quantité de bière que je vais faire brune et la quantité de bière blonde que je vais faire. Alors, je vais appeler ça X et Y. Okay, la bière brown, elle va être sur l'axe des X. Okay, donc, je peux voir combien est-ce que je vais faire de tonneaux. Donc, je vais supposer qu'en gros, on va en faire entre 0 et 30. Et ma bière blonde, elle va se trouver ici entre 0 et 50. Okay, donc, je vais essayer de trouver mon optimum. Alors, avant d'écrire le problème d'optimisation, on va déjà se poser la question de qu'est-ce que je peux faire. Donc, avant de parler d'optimisation, on va s'intéresser à l'ensemble de valeurs possibles. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des valeurs faisables. C'est que je ne peux pas faire n'importe quoi. Okay, avec ces quantités-là, même si ce n'est pas optimal, je ne pourrais jamais produire 200 barils de bière brune. Okay, ce qu'on voit, c'est que juste en regardant sur le houblon, okay, il me faut déjà j'ai 100 kilos, il m'en faut 2 pour faire un baril. Au maximum, je peux faire 50 barils. Okay, c'est encore pire sur l'autre. Okay, ici, j'en ai 240 kilos. Il m'en faut 14 par baril. Okay, dans ces cas-là, j'en ai 20. Donc, on voit qu'au maximum, on va atteindre 20 ici. D'accord, donc, on va essayer de formaliser tout ça un petit peu plus. Okay, donc, première étape, c'est déjà de deviner ce qui est possible. Alors, ce qui est possible, on se doute, c'est quelque chose qui va être par là. D'accord, je peux produire 0,0. Okay, je peux produire je peux peut-être en produire 0,5. Okay, ce genre de choses. Donc,
on imagine qu'effectivement on est en bas. On imagine en plus que c'est un ensemble qui est convexe. Okay. Pourquoi? Parce que si jamais je peux en produire deux, ben, je dois pouvoir trouver des combinaisons linéaires. Okay. Donc il y a pas mal de propriétés qu'on peut intuiter. Alors je vais juste formaliser un petit peu ça. Première étape, je vais juste me focaliser sur le houblon. Okay. Le houblon, j'en ai un stock de 100. Okay. Je sais que je vais avoir besoin de 5 kg si jamais je fais un baril en X, en bière blonde. Je vais avoir 2 kg si jamais je fais un baril en bière brune. Donc, je peux déjà écrire une première inégalité qui est que 5 fois le nombre de barils de bière brune plus 2 fois le nombre de barils de bière brune doit être plus petit ou égal à 100. D'accord? Donc, j'ai cette première inégalité qui se traduit sous la forme de ce petit schéma à droite. Donc, on retrouve un petit peu le vin dont je parlais tantôt. Mais l'ensemble possible pour le houblon, c'est très exactement ce petit triangle, okay, de valeurs que je peux produire. Donc, tous les points qui sont là, je peux trouver, je peux produire ces quantités-là, j'aurai assez. Okay. On imagine qu'on peut même les saturer. C'est que si jamais je suis là, il va me rester quelque chose. Okay. Donc, on doit pouvoir peut-être même prouver qu'on est forcément sur le bord. Okay. Mais disons que dans un premier temps, on intuite déjà le fait que, enfin, on sait déjà qu'il faut être dans cet ensemble-là. Mais ça, je l'ai fait sur mon houblon, mais je peux le faire sur l'autre. Je peux le faire aussi sur mes céréales. Sur mes céréales, c'est pareil. Pour faire de la blonde, il m'en faut 10. Pour faire de la bière brune, il m'en faut 14. Donc, si j'ai des quantités X et Y, ben dans ces cas-là, j'arrive à cette inégalité qui est que 10X plus 14Y doit être plus petit que 280. Ce qui me donne ce deuxième triangle bleu. Okay. Donc, on voit qu'il faut qu'on soit dans un ensemble un petit peu particulier. C'est qu'il faut qu'on soit dans l'ensemble bleu, mais aussi dans l'ensemble rouge. Donc, au final, on voit qu'il faut qu'on soit dans cet ensemble ici. Okay. Intuitivement, il faut qu'on soit plutôt le plus loin possible de zéro. Quoi. D'accord. Donc, plus j'en produis, je me dis, plus je devrais quelque part avoir de profit. Alors, peut-être pas que je produise n'importe comment, c'est que si jamais il y a un des barils qui coûte très très cher, dans ces cas-là, j'ai peut-être intérêt à en produire plus, parce que dans ces cas, ça me rapporte plus. Donc, comment est-ce que je vais faire intervenir cette notion de profit? Je fais la notion de profit tout simplement en regardant ce que ça va me rapporter. Ça va me rapporter 40 par baril de bière blonde, 30 par baril de bière brune. Donc, je peux regarder cette droite-là. Les droites 40x plus 30y, on le voit, c'est les droites qui sont ici. Donc, en fait, toutes les droites qui sont par là, donc qui sont en fait orthogonales à ce vecteur-là, hein, qui est ce vecteur orthogonal à ma droite de régression, donc ce vecteur 40-30. Okay. On a envie, le profil, il va s'observer sur ces lignes-là, et on voit que plus je vais être élevé, donc 40x plus 30y égale une constante, c'est une droite. Okay. Et ce que je veux, c'est que ma constante elle soit la plus grande possible. D'accord. Donc j'ai envie de monter le plus haut possible. Okay. La seule chose, c'est que par exemple, cette dernière droite que je viens de tracer, à aucun moment elle ne rencontre l'espace des valeurs admissibles. D'accord. Donc en fait, cette dernière valeur que je viens de faire, elle n'est pas possible. Donc je vais peut-être la supprimer parce que ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, la dernière que j'avais faite, elle m'intéresse. Elle m'intéresse pourquoi? Parce que la valeur, elle atteint ce point-là. Okay, mon profil atteint ce point-là. Et en fait, si vous réfléchissez un tout petit peu, on voit qu'effectivement, c'est probablement la valeur optimale. Pourquoi? Parce que je suis dans l'espace des valeurs admissibles et j'ai réussi à maximiser mon profil. Okay. Donc, je suis le plus haut possible sur mes courbes parallèles en bleu. Okay. Donc, j'ai réussi à maximiser sur mon profil sous contrainte d'être dans mon espace de valeurs admissibles. D'accord. Donc, c'est ce qui va se traduire sous l'algorithme suivant. Okay. Le problème d'optimisation qu'on essaie de résoudre quand on veut maximiser son profit sous des contraintes de production, c'est tout simplement maximiser une fonction linéaire, okay, qui est tout simplement le prix multiplié par les quantités. Okay, et j'ai mes contraintes, qui sont des contraintes d'admissibilité. Alors, il y a les deux dernières qui sont un peu évidentes, mais il ne faut jamais les oublier parce qu'en fait, elles vont être un peu problématiques dans certains cas qu'on verra par la suite. Okay, j'ai besoin d'être dans R+, d'accord. Et j'ai mes deux contraintes qui sont les deux droites qui sont là. Donc, je cherche à résoudre ce problème-là. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, hein, c'est tout simplement le point qui se trouve là. Alors, techniquement, le problème, je voulais un peu simplifier parce que normalement, si on voulait le faire proprement, c'est un programme de programmation linéaire à solution entière. Okay, c'est que je ne peux pas m'amuser à récupérer des 25e ou des 37e de tonneaux. D'accord. Donc, ce qu'on voudrait, c'est même normalement un peu plus propre que ça. Ce serait, je veux chercher l'ensemble des valeurs possibles qui sont des valeurs entières. Donc, je ne vais pas vous faire de l'optimisation sur les entiers parce que c'est beaucoup plus compliqué, puis ça n'a pas grand intérêt. Mais je voudrais au moins qu'on comprenne comment on fait ce problème-là. Et nous, les problèmes qui nous intéressaient ne sont pas des problèmes entiers. Je vous le mets ici pour illustrer
Le problème, c'est l'histoire de production. Mais voilà. Par la suite, disons qu'on a le droit de faire des quarts de tonneau ou des 25e de tonneau. Donc ce problème-là, c'est ce qu'on appelle de la programmation linéaire. Il est très particulier dans le sens où, si vous regardez, c'est juste des choses qui sont linéaires. Okay, la fonction objectif est linéaire, les contraintes sont des contraintes linéaires. Okay, dans ces cas-là, ça ne devrait pas être trop compliqué à résoudre. En fait, c'est pas non plus si simple que ça. Donc le problème général va s'écrire sous la forme suivante. Il va s'écrire sous la forme maximiser quelque chose de linéaire, donc c'est transposer x sous une contrainte que ax plus b, pardon, ax soit plus petit ou égal à b, et que mes valeurs de x sont positives. Okay, donc j'ai deux grandeurs qui m'intéressent. Alors je vous le fais en dimension 3, juste pour qu'on voit. D'accord, donc je veux chercher, par exemple ici, je mets des contraintes qui sont des contraintes toutes simples. Il faut que mes valeurs soient x soit plus petit que alpha, y soit plus petit que bêta et z soit plus petit que gamma. Donc c'est très clairement, c'est un cube en fait. D'accord, donc je me place dans ce petit cube qui se trouve ici, okay, qui est le cube dans le cadran inférieur de mon espace. Okay, et ce que je veux, c'est maximiser des fonctions qui sont des plans, okay, donc qui sont ces courbes bleues. D'accord, donc les courbes bleues, elles sont au contraire là-haut. D'accord, donc les courbes bleues, ce sont mes fonctions objectifs. J'ai une contrainte qui est dans ce polygone, d'accord, dans ce polyèdre, et je veux être le plus élevé possible. Donc on va chercher donc, le point ou les points, des fois on pourrait avoir plusieurs solutions, de ce cube qui me donne l'hyperplan le plus haut possible. Alors sur le dessin que j'ai fait, on voit que c'est plutôt le sommet de mon hypercube, mais supposons que mon hyperplan soit un peu tordu et dans une forme un peu bizarre, je pourrais très bien aller chercher un des points à côté. D'accord, donc on imagine déjà assez naturellement que les solutions vont être des coins de mon polyèdre. D'accord, donc ça c'est déjà une première idée pour notre algorithme, c'est qu'en fait, si jamais je me balade sur mon polyèdre, qui est constitué en fait par l'ensemble des contraintes, okay, que je me balade le long de ce polyèdre, je vais trouver la solution. Okay, ce que nous dit en gros l'algorithme du simplex, c'est que les solutions ne sont pas non plus trop compliquées à aller chercher, c'est qu'il suffit de regarder quelques valeurs. C'est que je me doute que je suis sûrement sur un des coins du polyèdre. Alors techniquement, je pourrais être tangent et peut-être que je pourrais avoir multitude de solutions, mais à partir du moment où je pars du fait que ma solution est unique, elle sera forcément dans un des coins. Okay, donc ça, c'est une petite propriété. De manière générale, en fait, c'est exactement ce qu'on disait. C'était mes contraintes linéaires, elles sont en dessous. D'accord, donc ça va nous définir à chaque fois des hyperplans. Okay, puis quand je prends ces intersections d'hyperplans, en fait, je récupère un polyèdre convexe. Okay, et ce que je veux faire, c'est trouver. Donc j'ai par contre mes solutions que j'essaie d'optimiser, c'est toujours des hyperplans. Okay, donc mes hyperplans, c'est toujours ma fonction objectif qui se trouve là. Okay, sous une contrainte d'être à l'intérieur d'un polyèdre. Okay, on commence à intuiter en tout cas l'idée, c'est de se dire je vais aller regarder ce qui se passe sur les points de mon polyèdre. Alors, vous pourriez vous dire, je vais aller chercher tous mes points de solution de mon polyèdre, tous les sommets de mon polyèdre. C'est un peu compliqué. Ce que nous dit en fait l'algorithme pour résoudre ça va être ce qu'on appelle l'algorithme du simplex, qui consiste à dire vous partez de n'importe où, okay, et puis après vous vous demandez si vous ne pouvez pas rejoindre un des sommets qui soit proche. Donc vous pourriez vous demander est-ce que je ne pourrais pas tenter d'aller là ou est-ce que je ne pourrais pas tenter d'aller là par exemple. En fait, c'est simple, si jamais vous récupérez un profit plus important en montant, allez-y. Okay, donc allez à l'endroit qui vous maximise votre profit. Et en vous baladant comme ça dans votre graphe, donc on a un graphe de tous ces points qui sont interconnectés, je vais forcément tomber sur la valeur finale. En fait. D'accord, donc l'algorithme du simplex, c'est tout simplement ça. Okay, donc, le problème qu'on avait vu tantôt, alors, comment est-ce qu'on va le résoudre? On va le résoudre de manière peut-être un petit peu plus tordue. C'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, je triche un tout petit peu en vous disant qu'on est sur le bord. En fait, on ne sait pas qu'on est sur le bord. On ne sait pas, je ne vous l'ai jamais montré. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est plus petit. En fait, ce problème-là, je vais pouvoir le saturer et dire oui, je suis forcément sur les bords. Alors, comment est-ce que je vais le transformer? Tout simplement en augmentant la dimension. C'est qu'au lieu de dire que j'ai un problème en dimension Rn avec X composantes, je vais rajouter ce qu'on appelle je ne connais pas la traduction, des slack variables en anglais, qui sont juste des petites variables pour dire si tout à l'heure j'avais que 10x plus 14y était plus petit que 280, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui se place sûrement entre les deux. C'est que je peux trouver une variable qui est positive, U1, telle que 10x plus 14y plus U1 soit égale à 280. En fait, cette contrainte d'inégalité, je peux la transformer tout simplement en contrainte d'égalité à condition d'augmenter l'espace. Et là, on est vraiment dans le problème tel que je vous présentais, qui est de dire on n'est pas dans le polyèdre, on est sur le polyèdre. Okay, on est forcément sur le polyèdre, on maximise cette fonction objective qui est une fonction linéaire, okay, mais on a une contrainte qui est une contrainte maintenant linéaire et on a des x qui sont positifs. Donc, le problème général de l'analyse de la programmation linéaire,
c'est ce problème qui se trouve ici, qui s'écrit de la manière suivante. Je maximise une combinaison linéaire, donc C orthogonal, pardon, C transposé X, okay, sous une contrainte linéaire et sous la contrainte que mes coefficients soient positifs. Donc voilà la forme de mon problème général de programmation linéaire. OK. Donc la méthode du simplex, c'est une méthode qui va permettre de résoudre justement ce problème. Donc j'ai emprunté le dessin sur Wikipédia. Donc on retrouve l'idée que l'algorithme naturel, c'est de dire je pars de n'importe où, et de n'importe quel sommet de mon polyèdre, et ensuite je vais me balader le long, le long des arêtes pour essayer d'espérer arriver à un endroit où je vais maximiser mon problème. Donc la forme générale de mon problème d'optimisation, encore une fois, va s'écrire sous la forme suivante. Donc c'est la maximisation d'une fonction qui est linéaire, okay, sous une contrainte linéaire AX égale B, et le fait que tous les X soient positifs. Okay. Donc c'est un problème qui est relativement simple, okay, en tout cas sous sa forme, mais qui en fait, d'un point de vue numérique, se résout de manière un peu tordue, dans le sens où je ne peux pas faire des calculs de dérivés ou quoi que ce soit. Donc on est sur des algorithmes qui sont un peu différents de tout ce dont on parlait jusqu'à présent. Je ne rentre pas dans l'algorithme en tant que tel, parce que ça prendrait des heures, et parce que si jamais ça vous intéresse, vous trouvez une capsule vidéo sur YouTube qui le fait. D'ailleurs, ça passe par de l'algèbre linéaire, où on va passer par ce qu'on appelle un tableau, donc qui est juste une matrice, hein, mais ils appellent ça toujours tableau dans les algorithmes, dans lesquels je vais mettre en fait les trois composantes importantes de mon problème, qui est cette fonction objective dans mon profil, okay, ma contrainte linéaire qui va se trouver par là, okay, et après c'est juste de la programmation pour essayer de résoudre ça. Donc en gros c'est des méthodes à la pivot gauss et ce genre de choses pour essayer de résoudre le problème. Voilà. Ça s'appelle la méthode du simplex. Alors je vais juste vous montrer en pratique comment ça marche. Alors je ne vais pas vous le faire sur les problèmes d'acheter de la bière, de produire de la bière. Je vais vous le faire sur un problème qui est totalement différent, mais qu'on va exploiter par la suite. C'est ce qu'on va appeler des problèmes de régression, non plus sous la norme L2. Donc je ne vais pas faire des moindres carrés, je vais faire de la minimisation des valeurs absolues. Okay, la minimisation de la somme des carrés des erreurs, c'est un problème convexe. C'est même un problème quadratique, donc ça se résolvait sans aucun problème. La minimisation de la somme des valeurs absolues, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas des fonctions différenciables, quoi. Donc, avant de faire la régression quantile, je vais juste le faire dans des petits cas simples et on va essayer de voir un peu comment ça marche. Donc, je vous ai fait un petit exemple ici. Donc, je veux trouver la solution de ce problème-là, qui est, je vous donne un ensemble de points y1, yn, et je veux trouver la valeur mu qui minimise la somme des valeurs absolues des différences entre les yi et mu. Okay, c'est un problème tout bête. On peut prouver que c'est la médiane. Okay. La médiane est une solution. Alors, c'est la solution quand on a un nombre impair n de valeurs. C'est une solution si jamais mon nombre n est pair, okay, puisque je n'ai pas unicité de la valeur, en fait. Mais je voudrais minimiser ça. Voilà. Donc, on ne voit pas encore le problème d'optimisation. Alors, on pourra le voir tout simplement en notant la chose suivante. Alors, je vais directement passer de la partie du haut à la partie du bas. Je vais dire que yi, c'est mu plus un certain epsilon. D'accord. Donc, chacun des yi, c'est mu plus yi. Donc, ce qu'on est juste en train de faire, c'est de se dire, je vais tout simplement minimiser la somme des valeurs absolues des epsilon. Okay, c'est à peu près ça qu'on est en train de dire. Les epsilon, il y a deux solutions. Soit ils sont positifs, soit ils sont négatifs. Okay. Donc, ce que je vais m'amuser à dire, c'est que je peux récupérer la partie positive. Donc, la partie positive, elle est ici. Donc, la partie positive des epsilon i, c'est le maximum des epsilon et de 0 et des epsilon. Okay. Donc, c'est epsilon i+. Je vais appeler ça AI. Je vais prendre la partie négative, qui est le maximum entre 0 et moins epsilon. C'est ce que je vais appeler B. Et ce qu'on peut noter, c'est que epsilon, c'est tout simplement un AI moins BI. Okay. Donc, c'est le lien entre une variable et la valeur absolue et la partie positive et la partie négative. Mais plus intéressant, ma valeur absolue des epsilon, elle va s'écrire comme la somme des AI BI. Okay. Et ces coefficients-là, ils sont positifs en plus. Donc, je suis en train de vous écrire le problème de la manière suivante. Le problème de minimisation de la somme des valeurs absolues entre y et mu, la somme des valeurs absolues de différence, va s'écrire de la manière rigoureusement équivalente comme un minimum de la somme des AI plus BI, sous une contrainte qui est que les AI et les BI doivent être positifs. Et en plus, je dois avoir que y doit être égal à mu plus epsilon, c'est-à-dire y doit être égal à mu plus AI moins BI. Okay, donc je récupère la seconde contrainte qui se trouve là. Et là, vous devriez admettre que
on est tombé sur notre problème de programmation linéaire. Okay, je veux minimiser, je veux trouver une fonction ici qui va s'écrire comme quelque chose de linéaire. Okay, cet objet-là, à quoi ça correspond? Alors, si jamais je crée un énorme vecteur, c'est ce qu'on va faire ensuite, on va créer un énorme vecteur qui sera le mu, le a et le b. Okay, dans ces cas-là, on voit apparaître le vecteur c avec un 0 et puis que des 1 ensuite. D'accord. Donc, dans ces cas-là, on aura que C transposé Z sera effectivement la fonction objectif que je veux minimiser. Okay, et j'ai des contraintes linéaires qui sont, ici, j'ai la forme de ma matrice, okay, qu'on voit un peu apparaître, et tous mes coefficients doivent être positifs. Alors, il y a juste un petit quelque chose qui est caché ici, c'est normalement, je devrais supposer aussi que mu est positif. Donc, on va supposer ici que c'est le cas, mais en fait, normalement, je devrais séparer entre la partie positive et négative et rajouter cette petite contrainte-là. Okay, donc, je le fais ici. Donc, je vais dire tout simplement que mon vecteur, c'est la partie positive de mu, la partie négative de mu, mon A et mon B. Donc, mon problème, alors, et c'est ça qui se cache en fait de notre problème, c'est que la programmation linéaire revient à exploser la dimension du problème. Okay, et c'est pour ça que la méthode du simplex, elle n'est pas si simple que ça. Ça paraît mignon sur le papier quand je vous dis en dimension 3, j'ai un petit polyèdre. Si jamais j'essaie juste de résoudre mon problème ici avec une centaine d'observations, je suis déjà en dimension 202. Okay, donc je suis dans un espace qui est relativement grand. Donc mon polyèdre, il est énorme. D'accord, donc ce n'est pas non plus si trivial que ça d'optimiser ce problème-là. En tout cas, je ne peux pas vous le représenter. D'accord, donc mon espace explose. D'accord, c'est-à-dire que je rajoute toutes sortes de choses, donc qui sont en gros les équivalents de mes slack variables dont je parlais plus tôt. Okay, c'est que je rajoute un petit quelque chose pour saturer mes contraintes. Okay, j'ai mes matrices de contraintes, donc AZ égale B. Alors la matrice, elle n'est pas non plus si compliquée que ça, c'est juste des vecteurs avec des 1 puis des matrices identités. Donc la seule chose, c'est que c'est gros. Okay, c'est gros parce qu'on est en dimension déjà 200, donc je vais avoir des matrices 200 fois 200, mais avec plein de zéros. Okay, et ici, j'ai ma fonction C. D'accord? Donc le problème va s'écrire tout simplement minimisation de la combinaison linéaire C transposé Z, sous contrainte que AZ soit égal à B et que les Z soient positifs. Voilà, tout simplement. Donc je vais juste vous montrer sur un petit exemple où j'ai simulé 101 données. Donc encore une fois, je préfère quand c'est un nombre impair parce que j'ai unicité de la médiane. Okay, donc j'ai tiré des valeurs qui suivent une loi log normale. Okay, la médiane, je vous rappelle qu'une loi log normale N01, sa médiane, c'est l'exponentielle de mu. Donc c'est l'exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc je tombe à peu près effectivement sur 1. Okay, on va juste voir est-ce que je peux le résoudre numériquement, ce problème-là, sans faire de stats. Hein. Encore une fois, ce n'est pas un problème de stats ici. Je présente mon calcul de médiane comme un problème d'optimisation. Donc, il y a un package qui s'appelle LP-Solve. LP, c'est Linear Programming. Okay, j'écris ma matrice X. Okay, ma matrice X, ça va être ma matrice avec que des 1. Donc, c'est la matrice c'est ce qui se trouve là. Donc, j'aurais pu appeler ça 1, mais peu importe. Okay, donc, je vais écrire ma matrice A. Donc, ma matrice A, c'est mon vecteur de 1, moins 1, ma matrice identité, moins la matrice identité. Okay, B, B est ici. B, c'est Y. Okay, donc, c'est bon. C, c'est quoi? C'est ce vecteur-là. C'est le vecteur donc, où j'ai 0. Alors, le 0 est deux fois, c'est pour l'histoire du mu plus et du mu moins. C'est la partie positive de mon coefficient mu. Okay, donc, j'ai 0 qui a été répété deux fois. Ensuite, j'ai 1 et ensuite, j'ai 1. Et il me manque d'ailleurs un petit signe moins. Mais je pense que c'est juste un problème de typo parce que j'ai dû supprimer des choses pour que ça tienne sur mon slide. Okay, donc, je vais quand même vous le rajouter parce que sinon, ce n'est pas correct. Donc, je dois avoir un signe moins ici sur mon vecteur de taille n. Okay, et là, j'utilise ma fonction LP pour lui dire je cherche le minimum. Okay, j'ai mon vecteur C, j'ai mon vecteur A, j'ai mon vecteur B, et je veux l'égalité. Alors techniquement, on peut directement le faire sur autre chose que de l'égalité. Et je lui demande ma solution. Donc il me dit que ma solution, comme par hasard, c'est exactement la valeur de ma médiane. Okay, alors, autre précision, quand on fait de l'optimisation convexe, okay, ça paraît très mignon, mais encore une fois, il faut faire hyper attention, c'est que je fais mes descentes de gradient, et dès que mon gradient est proche d'être quasiment égal à 0, c'est-à-dire on va peut-être mettre une précision peut-être à 10-3, 10-5 ou quelque chose comme ça, il va s'arrêter. Donc en fait, ok, ça converge assez vite, mais on a une précision qui est parfois un peu faible. Okay, ici, c'est des méthodes qui marchent beaucoup mieux, enfin qui sont très compliquées à mettre en œuvre. D'un autre côté, les valeurs sur lesquelles je vais tomber sont des valeurs exactes. Donc en fait, les valeurs sont très exactement les mêmes ici à 10-17 près. D'accord, donc ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Okay, donc ce que je suis juste en train d'écrire, c'est de dire que je m'intéresse à ce problème-là qui consistait à trouver la valeur
à résoudre ce problème. OK. Donc ça, c'était la recherche de la médiane. Et en fait, on peut faire un petit peu mieux. C'est qu'en fait, je peux réécrire mon problème de la manière suivante. C'est qu'en fait, je peux montrer que si jamais j'essaye de résoudre ce problème-là, et forcément je ne l'ai pas écrit comme il faut, c'est que je le minimise en mu. Okay, si jamais vous me donnez un taux qui appartient à 0,1, en fait, la solution de cette chose-là, c'est f-1 de taux. Donc je vais pouvoir récupérer le quantile de niveau taux associé à mon échantillon Y1, Yn. Okay, donc pourquoi est-ce que ça correspond à peu près au problème qu'on avait auparavant? Alors, je suis désolé, je reviens sur le slide d'avant. C'était lié à ce qu'on avait écrit là. Donc le problème de minimisation s'écrivait de la manière suivante. Ici, je faisais intervenir le maximum entre yi moins mu, moins yi moins mu. En fait, techniquement, je pourrais mettre du 1,5. Et ici, je pourrais dire que c'est du 1 moins 1,5. Pardon, 1,5 moins 1. Okay, donc, je l'aurais écrit de la manière suivante. Donc, je vais avoir du taux et je vais avoir du 1 moins taux qui apparaissent ici. Okay, donc, ce qu'on peut montrer, c'est que le problème qu'on essaie de résoudre, il va s'écrire de la manière suivante. D'accord. Donc, en fait, je dis juste, si je vous le fais avec les mains, auparavant, je regardais la différence entre y moins mu et je m'intéressais à la distance en valeur absolue. Là, je vais mettre des poids qui vont être respectivement taux et 1 moins taux. Okay, donc, si jamais j'ai un résidu qui est positif, dans ces cas-là, je lui mets un poids de taux. Si je suis négatif, je lui mets un poids de 1 moins taux. Okay, donc, c'est tout simplement des moindres carrés, des moindres valeurs absolues pondérées suivant le signe de mon résidu, en fait. D'accord. Donc, je peux le réécrire là encore comme un problème linéaire. Okay, je vais l'écrire de la manière suivante. Donc, le problème qui se trouve là, je vais pouvoir le réécrire un peu comme auparavant. Donc, au lieu d'avoir juste des AI et des BI, okay, au lieu de faire juste la somme des AI et BI, je vais avoir des poids. Donc, taux de AI et 1 moins taux des BI. Donc là, on retrouve vraiment ce que je vous disais tantôt. C'est-à-dire, je vous rappelle que les AI, c'était la partie positive des epsilon, alors que la partie négative, c'était la partie négative. Enfin, les BI, c'était la partie négative de mes epsilon. Okay, donc, je mets un poids taux quand j'ai des résidus positifs et je mets un poids 1 moins taux quand j'ai un poids qui est négatif. Okay, donc, on a exactement ça. Et c'est juste que mon quantile, je vais là aussi prendre sa partie positive et sa partie négative. Et donc, mon problème s'écrit tout simplement minimisation de cette somme qui devient pondérée cette fois-ci, sous contrainte que tous mes coefficients soient positifs, et la contrainte linéaire qui est que yi, ça doit être mon quantile, c'est-à-dire q plus moins q moins, plus mon epsilon, c'est-à-dire mon AI et mon BI. Okay, donc, mon epsilon, c'est toujours mon AI et mon BI. La seule chose, c'est que dans ma fonction objective, je lui mets des poids différents. Donc, comme mon résidu est positif, je lui mets un poids taux et je multiplie toujours par la valeur absolue de mon epsilon. Okay, et l'autre, c'est la valeur absolue de epsilon, mais pondérée par un moins taux. Dans ces cas-là, ça ne change pas grand-chose, puisqu'en fait, si vous regardez mon programme, le programme ici, la fonction, la matrice A, elle est toujours la même. Okay, la seule chose techniquement qui change, c'est la fonction objectif. Okay, ma contrainte est la même, c'est juste l'objectif qui change. Donc, c'est ce que j'ai changé ici, où j'ai mis mon 0 qui était répété 2 fois, puis ensuite, au lieu d'avoir du 1 moins 1, j'ai du taux 1 moins taux. Okay, et quand je résous ça, vous pouvez regarder numériquement ce qu'on obtient. Le quantile de niveau 30% de ma distribution log normale, c'était 0,67, 41, 58. Okay, si jamais je résous mon problème d'optimisation, ma solution, c'est aussi du 0,67, 41, 58. Okay, avec là encore la précision énorme de ces algorithmes qui vous donnent très exactement les mêmes valeurs parce que je n'ai pas trop le choix, je me balade le long des arêtes. Donc, j'arriverai pile poil exactement sur la valeur de mon optimum et pas juste ma descente de gradient qui va commencer à s'arrêter dès lors que mon gain est trop faible. Okay, donc, ça, c'est tout simplement l'estimation d'un quantile. Alors, à quoi ça sert? Je commence à parler un tout petit peu de régression. Je suis désolé, je n'avais pas prévu de. Je ne vous avais pas dit que je ferais de la régression dans cette section de rappel, mais je peux faire une régression tout simplement en disant que mon YI, je ne veux plus qu'il soit un quantile, je veux que ce soit quelque chose de linéaire. Donc, dans ma fonction quantile, en fait, je vais mettre du A transposé bêta. D'accord? Donc là, ce que je suis juste en train de dire, c'est que au lieu d'avoir un modèle qui était de la forme suivante, Q plus epsilon, okay, je vais dire que Y, c'est X transposé bêta plus epsilon. Okay, donc, si jamais vous avez un vecteur de données, X et Y, dans ces cas-là, ma contrainte, elle va juste s'écrire de cette manière-là. Et mon programme, il n'est pas beaucoup plus compliqué. La seule chose, c'est qu'au lieu de passer de la dimension
Alors, tout à l'heure, j'étais en 2n plus 2. Donc, il y avait mes 2n qui venaient de toutes mes slack variables, là, les AI et les BI. Okay. Je rajoutais 2 parce que tout simplement, j'avais mon Q- et mon Q+. Là, je vais avoir un petit peu plus parce qu'en fait, je vais avoir, si jamais j'ai un vecteur en dimension K plus 1, je vais récupérer du K plus 1 coefficient pour K plus, K plus 1 pour bêta moins. Donc, je prends encore ces histoires de valeurs positives. Okay. Mais ce n'est pas très compliqué à écrire. Donc, je vous l'ai résolu dans un cas très simple. Okay. Je vais juste vous le détailler un tout petit peu. Donc, j'ai pris ma base de données qui est ma base de données de taille des élèves. Okay. Et je vais faire une régression quantile pour essayer de comprendre comment est-ce que le poids peut être expliqué par la taille. Okay. Donc, mon vecteur x, mon x, c'est une matrice avec des 1, puis ici, je vais avoir la taille. Y, c'est le poids. Okay. K, c'est le nombre de colonnes, donc c'est ce qui va se cacher ici. Donc, c'est le nombre de colonnes de ma variable, de ma matrice. Okay. J'ai toujours mon vecteur de 1 que j'appelle cette fois-ci, je ne sais plus quoi. Je ne l'utilise plus, je le redéfinis à la main. Okay. Ma matrice A, comment je l'écris? C'est tout simplement la matrice avec les x. Donc, au lieu d'avoir mon vecteur de 1 comme j'avais auparavant, j'ai toujours mon vecteur de 1, mais je lui rajoute une autre composante qui est le vecteur de taille. Okay. Donc, on voit qu'on n'est quand même pas très loin de ce qu'on faisait auparavant. Je vous rappelle, quand on faisait nos calculs de moyenne, il suffit de régresser sur la constante. Okay. Si jamais vous avez une variable y et que vous régressez sur une constante, vous récupérez la moyenne. Là, ce que je vous dis, c'est qu'on va faire la même chose. On va récupérer notre vecteur de 1, mais je rajoute en plus une information qui est les variables x de taille. Okay. Donc, j'ai mon vecteur c qui va être là, donc qui va récupérer donc, mes 2 fois les nombres de colonnes. Donc, j'aurais pu mettre mon k en fait. Et ensuite, j'ai mon taux multiplié par mon vecteur d'indicatrice et 1 moins taux, mon vecteur d'indicatrice. Okay. Y et B, c'est toujours pareil. Et donc, je résous toujours mon problème en disant, résous-moi le problème de programmation linéaire en cherchant le minimum. Voilà mon vecteur C, voilà mon vecteur A, voilà mon vecteur B. Ma matrice A est mon vecteur B. Et dans ces cas-là, il peut vous le faire. Donc, les solutions, elles sont données ici. Il vous dit que la constante, elle vaut moins 110 et la pente, elle vaut 1. Okay. Alors, ça peut paraître un peu exotique, mais en fait, je peux le faire directement sous R. Sous R, on a un package qui est Quantile Regression, okay, qui se programme exactement de la même manière qu'une régression linéaire. La seule chose, c'est que c'est plus du LM, c'est du RQ. Il faut que je lui donne mon coefficient taux. Donc, ici, taux était à 30%. Quand vous faites la régression quantile associée, on récupère très exactement les valeurs que je venais de vous donner, qui sont moins 130, moins 110 et une pente à 1. Okay. Donc, si jamais je voulais vous le faire avec mes petites mains, okay, je vous rappelle que quand on fait la régression standard, on récupère ces valeurs-là. D'accord. Donc, ça, c'est la régression en moyenne. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est j'ai ici la taille et ici, j'ai le poids. Okay. Ce que je vous dis avec la régression qui est en bas, c'est que si jamais je faisais une régression moyenne, je serais comme ça, avec une pente, donc je serai à moins 130, plus 1.15, 1.115 taille. Okay. Donc ça serait mon équation de la tendance générale, okay, de la tendance moyenne. Là, ce qu'on fait, nous, c'est une régression quantile. La régression quantile, elle est un petit peu différente. Donc la régression quantile, elle va être comment? Alors, il faut juste que je ne me trompe pas. La valeur moins 130, elle n'a pas de sens ici, je me suis un peu trompé. Mais on va avoir quelque chose qui est plus petit. Donc on va avoir du moins 115, moins 110 plus t. D'accord. Donc la pente est un peu plus faible. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on aura peut-être l'occasion de reparler un peu de la régression quantile plus tard, mais la régression quantile, elle est intéressante parce qu'elle nous montre, en gros, elle pourra nous servir à quantifier un peu l'hétérocédacité, à voir si jamais la pente, elle augmente, si jamais je m'intéresse aux grandes ou aux petites valeurs. Okay. Donc, typiquement, ce qu'on a quand on a quelque chose d'hétérocédastique, c'est que tout d'un coup, la pente, elle va augmenter. Donc ça, c'est en particulier, j'ai des données sur lesquelles on fait ça, c'est les poids à la naissance, par exemple, des bébés. Et donc, on peut montrer qu'il y a plein de variables qui peuvent intervenir, mais que assez souvent, effectivement, la pente peut peut changer. Okay. Et donc, suivant que vous vous intéressez à des problèmes d'obésité, les problèmes d'obésité, ça veut dire que vous êtes plutôt dans la partie qui va se trouver là, où vous êtes sur les poids un peu importants, ou alors, au contraire, les bébés de poids très faibles. Alors ça, c'est important quand on s'intéresse à de la mortalité infantile. On n'a pas les mêmes types de régression. Okay. Donc, suivant ce que vous regardez, la régression quantile peut avoir un intérêt assez puissant. Okay. Il y a un autre cas pour lequel on pourra voir apparaître ces problèmes que j'appelle encore programmation linéaire, mais qui vont être un petit peu étendus, c'est ce qu'on appelle les SVM. Donc les SVM, là encore, je ne sais pas s'il y aura des capsules sur le sujet. A priori, ça fait partie des méthodes classiques de machine learning. La seule chose, c'est que c'est techniquement uniquement de l'optimisation et très proche de la programmation linéaire. Enfin, en fait, c'est techniquement de la programmation quadratique pénalisée.
Ok. Donc, je verrai si j'ai le temps de vous en faire parce que ça nécessite un certain nombre d'outils mathématiques que je n'ai pas le temps de vous présenter tous. Je vais juste vous présenter un petit peu avec les mains. La base et le SVM de base est important parce qu'il a été introduit, quand Vapnik l'a introduit, un concept assez important qui est la notion euh, de vecteur support et d'ensemble séparable. Donc le point que Vapnik avait abordé, c'était le point suivant. Supposons qu'on a un nuage de points qui est le nuage de points qui est représenté ici, avec des points rouges qui sont ici et des points bleus qui sont là. Et on voudrait séparer au mieux le nuage de points. Donc c'est un problème de classification standard. Je veux séparer mon nuage. Okay. Donc je veux le séparer avec une droite. Donc on est sur des séparateurs linéaires. Donc les SVM sont historiquement toujours des séparateurs linéaires. Okay. Quand vous mettez des noyaux, ce qu'on verra, c'est qu'on va déformer notre surface. C'est qu'au lieu d'être sur le plan, éventuellement, je vais essayer de faire ressortir, mais je vais continuer à faire des séparateurs qui sont linéaires. Okay. Donc les fonctions objectives seront toujours des séparateurs linéaires. Sauf que si vous regardez attentivement, et ben en fait, mes points sont séparables. C'est-à-dire que je peux en trouver un, mais je peux même en trouver plus qu'un. Le souci, c'est que je peux vous en trouver plein des droites qui séparent les points en deux, enfin l'espace en deux. Et donc, la question que posait Vapnik, c'est OK, mais comment est-ce que je peux trouver la meilleure régression, okay, sachant que je veux en mettre, sachant que je veux séparer au mieux. Alors, le critère qu'il avait retenu, c'est de dire je veux trouver un séparateur tel que si je me rajoute un petit coussin de sécurité autour, donc je vais mettre quelque chose au-dessus et quelque chose en dessous, dans ces cas-là, l'espace soit maximal. Okay. Donc, ce qu'il veut, c'est trouver la droite telle que, en rajoutant un petit quelque chose ici, la distance qui se trouve là sera maximisée. Okay. Donc, ce qu'il veut maximiser, en fait, donc, on peut montrer que ça va être la chose suivante. Donc, la distance entre un point et la droite, elle est de la forme suivante. Okay. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Quand on pointe un point qui était sur la droite, la partie ici va s'annuler. Et donc, en fait, ça revient à maximiser l'inverse de la norme de W. W étant la pente, d'accord? Donc, c'est la pente, c'est les paramètres de mon hyperplan. Donc, je vous rappelle que quand vous avez un hyperplan qui a cette équation-là. Donc, ça, c'est un hyperplan. Okay. Le produit scalaire de oméga x plus b, c'est un hyperplan. Okay. C'est un hyperplan qui est un peu particulier. C'est que, donc, un hyperplan, c'est jamais qu'un ensemble de dimension n-1 quand on est en dimension 1, en dimension n. Okay. Donc ici, je suis en dimension 2, mon hyperplan, c'est juste une droite. D'accord. Mais en fait, le truc particulier, c'est que le vecteur oméga, c'est un vecteur qui est orthogonal. Okay. Donc, je m'intéresse à ce petit vecteur orthogonal. Donc, je cherche ma direction oméga de manière à minimiser, en fait, cette forme quadratique. Okay. Et on peut montrer, en fait, que les conditions de séparabilité, c'est de dire qu'on doit avoir des équations qui ressemblent à ça. Je reviendrai peut-être, si jamais on a besoin de faire les SVM, je vous les représenterai. Sinon, je vous laisserai regarder des compléments. Encore une fois, les SVM sont abordés un petit peu partout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon problème va se résoudre à un problème qui s'écrit de manière presque simple. C'est de dire qu'on minimise un problème quadratique sous une contrainte qui va être une contrainte qui est proche de celle qu'on avait vue auparavant, qui est en fait une espèce de contrainte linéaire. Donc, on est presque sur un problème de programmation linéaire. La seule chose, c'est que donc j'ai toujours en bas mon polyèdre. D'accord. Donc, je veux toujours être plus ou moins sur mon polyèdre, sauf qu'au lieu de maximiser des hyperplans, j'ai des paraboles. Voilà. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est ça qui apparaît en fait dans ce problème-là. Donc, ces histoires de programmation linéaire, en tout cas ces algorithmes, on va les retrouver quand on fera des SVM. Okay. Je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu le tour de la programmation linéaire. Avec ce qu'on a fait comme rappel en analyse convexe et en optimisation convexe, vous êtes au point pour voir quasiment tous les concepts qu'on verra dans ce cours. Okay. Donc, je pose les bases et à partir de là, on va pouvoir les utiliser quand on fera l'analyse des données. Okay. Encore une fois, la seule chose que c'est faire à l'ordinateur, c'est faire de l'optimisation. Donc, on va exploiter ça à fond. Donc, il faut comprendre un tout petit peu comment est-ce qu'un ordinateur est capable de faire de l'optimisation et pourquoi c'est aussi facile pour lui. Okay. Donc, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour les prochaines capsules.